Salut les rêveurs et les rêveuses! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager ma conférence sur le thème À quoi servent mes rêves? Quelques mots pour me présenter. Je suis Marianne Schertenleib, onirologue, donc analyste de rêves, et je partage ma passion pour les rêves au travers de conférences, de vidéos, d'articles et aussi de séances individuelles de déchiffrage d'un rêve. Alors aujourd'hui, on va commencer par un quiz sur les rêves. Je vais vous poser plusieurs questions et ce sera l'occasion de partager un peu avec vous les résultats des dernières recherches. Et je m'appuie pour ça sur un ouvrage de Robert Haas qui s'appelle The Science of Dreaming et que vous trouvez en ligne d'ailleurs sur son site internet. Dans un deuxième temps, on verra toute une série d'exemples qui vont montrer à quoi servent les rêves. Et enfin, je vous donnerai des conseils pour noter vos rêves en vue d'une interprétation. Alors, première question, quand rêvons-nous? Est-ce que nous rêvons durant la phase de sommeil paradoxal? Est-ce que nous rêvons dans toutes les phases de sommeil ou dans les phases de sommeil lent? Qu'en pensez-vous? Alors, ci-dessous, là, vous avez un graphique d'une nuit de sommeil typique avec la phase d'endormissement et puis on descend. En début de nuit, on descend à chaque fois, à chaque cycle dans la phase de sommeil lent profond. Vous constatez qu'en fin de nuit, par contre, on n'y retourne pas. On n'atteint que le sommeil lent léger. Et puis, on a régulièrement là, c'est un peu des pics orange, rouges de sommeil paradoxal. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Le sommeil paradoxal, pour indice, on l'appelle aussi le sommeil REM, Rapid Eye Movement, parce que dans cette phase-là, les yeux bougent. Et puis, vous voyez aussi en haut à gauche les ondes cérébrales. Donc les ondes cérébrales sont plus rapides pendant l'éveil et puis beaucoup plus lentes dans la phase de sommeil lent. Alors il se trouve que nous rêvons dans toutes les phases de sommeil. Peut-être que ça va vous surprendre parce que très souvent on trouve l'information selon laquelle on ne rêverait que dans les phases de sommeil paradoxal, donc cette phase où les yeux bougent. Eh bien, c'est faux. Les études récentes, les plus récentes, montrent que on rêve dans toutes les phases de sommeil. Alors, les études qui ont été menées, elles sont un peu cruelles parce que comment ça se passe? Vous avez une personne qui dort en laboratoire et puis en fait, pour savoir si elle a rêvé, eh bien, on va la réveiller. On la réveille dans les différentes phases de sommeil et puis on lui demande alors, est-ce que vous étiez en train de rêver? Donc, j'aimerais pas du tout participer à ces études, mais il y a des gens bien de bonne volonté qui acceptent. Et que se passe-t-il? Eh bien, quand on réveille les gens alors qu'ils sont en train de s'endormir, eh bien, dans 50 à 70% des cas, ils vont dire oui, j'avais une image, un flash, donc une sorte de rêve très très court, euh, et on appelle ça les images hypnagogiques. Ça vient de hypnos, le sommeil, et agogos, si je ne me trompe pas, c'est ça, qui conduit, qui guide, qui mène, donc qui mène vers le sommeil. Voilà, donc à l'endormissement, on a plutôt des flashs, mais ce sont des rêves en fait déjà, et puis on peut déjà les interpréter comme des rêves. Ils peuvent être très riches d'enseignements. Ensuite, donc dans la phase de sommeil lent, eh bien, on rêve aussi. Par contre, c'est vrai que si on réveille quelqu'un dans cette phase-là, il n'y a que 50% de chances pour qu'il se rappelle de son rêve. Euh, euh, et donc, les rêves sont un peu plus calmes dans cette phase-là, c'est-à-dire que il y a moins d'interaction avec des personnages, il y a moins d'agression, les rêves sont moins scénarisés, et puis c'est une phase qui sert aussi à mémoriser des contenus ou des activités. Et puis la phase de sommeil paradoxal, donc que l'on attribue typiquement aux rêves, là, effectivement, les rappels de rêves sont plus fréquents, on s'en rappelle mieux. On a 70 à 95% de rappels de rêves, et les rêves dont on se rappelle dans cette phase-là, eh bien, ils sont plus vivants, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à de vraies histoires, à des scénarios de films. Il y a beaucoup plus d'émotions, d'interaction et aussi, malheureusement, d'agression dans les rêves. Enfin, c'est des rêves un peu plus qui peuvent être plus agressifs. Voilà, donc on rêve vraiment dans toutes les phases du sommeil, pas seulement en sommeil paradoxal, simplement on s'en rappelle plus ou moins bien. Alors, deuxième question, combien de temps rêvons-nous au cours d'une nuit? À votre avis, est-ce qu'on rêve plutôt 30 minutes, plutôt entre 1 et 2 heures ou plutôt entre 3 et 4 heures? Les estimations veulent qu'on rêve entre 1 à 2 heures par nuit.
Alors, je me suis amusée à faire le calcul en transformant ça en une moyenne d'1h30. Et si on rêve 1h30 par nuit, ça donne 10h30 par semaine, 45 heures par mois, presque 23 jours par an et 5 ans et plus de 3 mois pour une vie de 85 ans. C'est assez fou finalement le temps que l'on passe à rêver. Quels sont les différents types de rêves que vous connaissez? Est-ce que vous en avez différents types qui vous viennent? Comment on pourrait les classer, les regrouper, faire des familles de rêves? Qu'est-ce qui vous vient? Une typologie des rêves. Alors là, je vais m'appuyer pour cette typologie toujours sur Robert Ross, The Science of Dreaming. Donc il dit, bon, il y a une grosse partie des rêves qu'on peut dire communs, c'est-à-dire qu'ils ne présentent rien de particulier, voilà, 80% des rêves. Et puis, il y a les cauchemars. Alors, la définition scientifique du cauchemar, c'est un rêve dont les émotions négatives poussent au réveil. On se réveille d'un cauchemar. Ça représente 3 à 10% des rêves, heureusement pas trop. Et parmi les cauchemars, il y a les cauchemars post-traumatiques. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est donc quand vous avez vécu un traumatisme. Alors là, je prends l'exemple d'un accident de voiture. Après, il se peut que vous rêviez de manière répétée de cet incident. Donc, vous rêvez sans cesse d'accidents de voiture ou à la rigueur d'accidents de moyens de transport, mais c'est le même motif que votre traumatisme qui se répète et qui est en fait une tentative du cerveau pour dépasser cette expérience, pour l'assimiler et puis la dépasser. On trouve aussi les rêves lucides. Un rêve lucide, c'est un rêve où on a conscience de rêver et que l'on peut en partie influencer. Vous pouvez choisir de voler, vous pouvez modifier des éléments dans le rêve. Ça, c'est la définition du rêve lucide. Ça représente 1,7 à 8% des rêves. Et puis ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont plus de rêves lucides que d'autres. Et puis il y a aussi des gens qui s'entraînent à avoir plus de rêves lucides. Voilà. Et enfin, donc Robert Ross regroupe les rêves extraordinaires qui représentent environ 6% des rêves. Et donc là, il évoque les rêves prémonitoires, ceux qui prédisent l'avenir, les rêves télépathiques, c'est-à-dire que l'on rêve de ce qui occupe l'esprit de quelqu'un d'autre, les rêves clairvoyants, là on rêve de quelque chose qui se passe ailleurs, en ce moment, ou enfin les rêves de visitation d'une personne défunte. Donc là, vous avez une personne qui est morte dans votre entourage et qui vient vous voir en rêve et vous avez la sensation que c'est plus qu'un rêve. Ça vous donne une impression de réalité supérieure. Vous avez vraiment l'impression au réveil que cette personne est venue vous voir et que ce n'était pas juste un rêve. Alors, on a vu qu'on rêvait dans toutes les phases, qu'on rêvait finalement beaucoup, mais plein de gens disent, et peut-être que c'est votre cas, ben moi je ne me rappelle jamais de mes rêves. Donc la prochaine question que j'aimerais vous poser, c'est à votre avis, qu'est-ce qui peut entraver ou favoriser le souvenir des rêves? Alors parmi les choses qui peuvent avoir une influence sur le souvenir des rêves, eh bien il y a d'abord le fait que quand on dort, notre mémoire immédiate, elle est affaiblie. Donc quelque part, c'est normal de ne pas bien se rappeler de ses rêves, parce que le cerveau fonctionne de manière ralentie et il n'est pas fait pour enregistrer les rêves finalement. L'autre point, c'est ce qui va se passer au réveil. Si au réveil, on est tout de suite préoccupé par des milliards de choses à faire ou qu'on se jette dans l'action parce qu'on est pressé, il faut aller au travail ou il faut amener les enfants à l'école, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de place finalement, de moment de liberté pour se rappeler de ses rêves. Donc on passe tout de suite à autre chose et on ne se rappelle pas du rêve. Et puis, les rêves ne nous facilitent pas la tâche parce que bien souvent, ils ont un scénario très bizarre, tarabiscoté, et donc c'est difficile de se rappeler d'une histoire tarabiscotée. On retient mieux un scénario classique et bien construit. Alors, il y a quand même des facteurs qui vont favoriser le souvenir des rêves, qui vont permettre de l'augmenter. Il y a d'abord quelque chose de plus ou moins inné, que sont les capacités de représentation visuelle, donc la capacité à se faire des images dans sa tête, une forme d'imagerie mentale. Eh bien, plus on a cette faculté visuelle, de représentation visuelle, plus visiblement on se rappelle de ses rêves. Et il y a d'autres facteurs sur lesquels on a une influence, notamment le fait d'avoir un réveil naturel, spontané, avec un peu de temps au réveil pour
pour prendre son temps, se réveiller doucement. Ça favorise le souvenir des rêves. Et puis, alors l'intérêt que l'on porte aux rêves va considérablement augmenter les souvenirs de rêve. Donc, plus vous lisez des choses sur les rêves, plus vous vous intéressez à vos rêves, et plus vous allez vous en souvenir parce que votre cerveau va enregistrer que c'est quelque chose d'important pour vous. Donc, il va se pencher davantage sur la question. Et enfin, donc, si vous tenez un journal de rêve, un journal onirique, là aussi, ça va accroître les souvenirs de rêve. Alors, autre question, puis-je utiliser une clé des songes pour interpréter mes rêves? Un dictionnaire de symboles. Vous savez, vous cherchez, alors par exemple sur Instagram, on peut trouver que si vous rêvez de serpent, ça signifie qu'il y a un changement, une transformation dans votre vie, ou bien si vous rêvez d'un lion, ça représente votre force et votre affirmation. Voilà, ce genre de dictionnaire-là. Qu'en est-il en fait? Est-ce que c'est valable? Est-ce que ça peut être une aide? Alors, ça présente des limites. Moi, je n'en utilise pas parce que, eh bien, un dictionnaire de symboles, il ne va pas prendre en compte vos associations personnelles. Le rêve, il va puiser dans votre répertoire d'expériences personnelles les images qui vont vous parler, à vous personnellement. Et donc, c'est très important de noter d'abord vos propres associations sur les différents symboles de votre rêve. Ah oui, tiens, ça me fait penser à ceci ou cela. Ou ah oui, tiens, moi je trouve que c'est comme ci ou comme ça. Voilà. Donc de la même manière, bien le dictionnaire de symboles ne tient pas compte de vos souvenirs, il ne tient pas compte de votre contexte de vie actuel et puis du scénario du rêve. Un symbole n'aura pas le même sens selon le scénario qui l'entoure. Et donc c'est tout cela que l'on prend en compte dans une séance d'interprétation de rêve avec un ou une onirologue. Alors, maintenant se pose donc la question de savoir à quoi servent les rêves. Alors là, je n'ai pas voulu faire un exposé trop théorique. J'ai sélectionné tout un tas de rêves issus donc soit d'ouvrages, soit de ma pratique de neurologue. Et puis, je vais vous les présenter et donc montrer à quoi ils servent. Alors, je tiens à préciser que les rêves issus de ma pratique de neurologue, eh bien, ils ont été anonymisés et j'ai bien entendu demandé l'autorisation aux rêveurs et aux rêveuses de présenter leurs rêves et ils et elles m'ont donné leur accord donc pour le présenter de la manière dont je vous le présente aujourd'hui. Une première fonction des rêves, c'est de nous défouler. Parfois, on vit des choses difficiles dans la journée et puis on contient très fortement nos émotions, par exemple la tristesse ou bien la colère, voilà les émotions qu'on a tendance à dire négatives, eh bien on ne les exprime pas. Or, il y a un dicton qui dit tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, donc va s'imprimer dans le corps et puis peut amener des déséquilibres ou des maladies ou des tensions. Voilà, donc c'est important d'exprimer ce que l'on ressent et les rêves peuvent nous y aider, ils peuvent nous aider à nous défouler et ils servent d'exutoire pour les émotions qui sont moins bien acceptées en société. Alors l'exemple du rêve qui suit, c'est le rêve d'une étudiante qui passe la nuit chez son copain et dans la journée, eh bien, elle a réprimé son énervement. Et dans la nuit, elle crie «Espèce de...» Je vous laisse compléter. Et donc là, c'est tout simplement un rêve qui vient servir d'exutoire, montrer sa colère, son énervement, peut-être lui faire prendre conscience qu'elle aurait pu l'exprimer alors de manière plus mesurée, mais voilà, ça vient relâcher la tension et puis donc de cette manière-là, ça maintient aussi la santé. Alors les rêves, ils ont un rôle d'équilibrage très très important. C'est-à-dire que de notre point de vue conscient, à l'état de veille, on a tendance à se comporter, par exemple, parfois de manière excessive. On est excessivement gentil, ou bien excessivement agressif, ou bien ou excessivement travailleur, ou excessivement paresseux. Voilà, on peut tomber dans des extrêmes. Et les rêves, eux, ils surveillent que l'on respecte un juste milieu, et donc ils vont toujours essayer de nous ramener à l'équilibre
Et pour ça, ben, ils vont un peu dans l'extrême inverse pour créer un équilibre. Alors là, dans le contexte du rêve, c'est une personne qui est en arrêt maladie pour burn-out et qui, en fait, n'arrive pas à se poser parce que la personne a la volonté de changer de métier au plus vite. Donc, elle se renseigne sur d'autres métiers, sur d'autres formations. Elle va voir des conseillers d'orientation, fait des bilans de compétences, etc. Donc, elle est dans une forme d'hyperactivité tout en étant en arrêt maladie pour burn-out. Alors, la personne rêve. Je suis garée sur un petit parking dans un village. Je veux sortir et repartir en urgence de ma place, mais je conduis très mal et n'ai pas totalement le contrôle du véhicule. Des enfants courent autour de la voiture, j'ai très peur de les écraser, mais ne parviens pas davantage à contrôler ma trajectoire. Alors là, le rêve dépeint un peu sa situation, c'est-à-dire qu'elle est garée, donc elle est arrêtée. Or, cette personne est en arrêt maladie. Donc elle est bien arrêtée. Mais le rêve la montre voulant repartir en urgence. Et ça correspond à toutes les démarches qu'entreprend cette personne pour trouver un nouveau métier et donc repartir dans la vie professionnelle d'une autre manière. Le rêve montre que, en fait, elle conduit très mal et qu'elle n'a pas totalement le contrôle du véhicule. Donc en fait, elle n'a pas tous les moyens pour repartir. Elle n'est pas en état de repartir à ce moment-là. Ce serait dangereux de repartir maintenant. C'est ce que cherche à montrer le rêve. Donc, suite du rêve, un camping-car s'engage sur la petite route par laquelle je veux sortir du parking. La route est trop étroite. Nous ne pouvons pas nous croiser. C'est lui qui est prioritaire. Je dois donc me réinsérer dans ma place pour le laisser passer et attendre. Mais mes manœuvres maladroites manquent à nouveau d'écraser tous les petits enfants insouciants autour du véhicule. Alors ici, c'est le camping-car qui est prioritaire. Or, qu'est-ce que c'est? Quel symbole on pourrait trouver de plus frappant pour parler des vacances, du repos, qu'un camping-car? Ce sont les vacances, c'est le repos qui est prioritaire. C'est ça que vient dire le rêve. Le rêve lui dit, en fait, toi, ce que tu dois faire là maintenant, c'est attendre et te reposer et prendre des vacances et te ressourcer. C'était ça le message du rêve. Donc là, on voit que le rêve adopte le point de vue opposé au point de vue conscient de la personne. La personne se dit vite, vite, il faut que je trouve une nouvelle orientation. Et donc, ça s'active et s'affaire en tous sens. Et le rêve dit non, maintenant tu te reposes. C'est les vacances. Voilà, donc là, on a vraiment un rééquilibrage pour préserver la santé de la personne. Alors, les rêves, alors ça, c'est une fonction qu'on leur attribue souvent. Ils servent à réaliser un désir. C'est notamment Freud qui dit ça. Mais ils sont loin de ne faire que ça, en fait. Alors, un exemple, c'est une personne en arrêt maladie qui se trouve dans une situation de fragilité extrême et qui vit dans un quartier très bruyant et très malodorant, avec beaucoup d'odeurs de gaz d'échappement, beaucoup d'odeurs de friture, beaucoup de bruit le soir, notamment des soirées, des ivrognes, des bagarres. Voilà. Donc c'est un cadre difficile quand on est en période d'arrêt maladie et qu'on se sent fragile. Et la personne rêve. Un ami achète un van 4x4. On part dans la nature et les grands espaces aux États-Unis. Les paysages sont grandioses, la lumière et les couleurs splendides. C'est un tableau magnifique que je contemple en ouvrant une fenêtre du van. La paix est profonde, l'air est frais et pur. C'est calme, il n'y a personne. Alors là, ça contraste énormément avec la situation de vie de la personne. Et finalement, c'est ce qu'elle rêverait de faire. C'est ce dont elle aurait terriblement besoin, d'aller dans la nature, se ressourcer dans le calme, le silence et l'air pur. Mais en fait, elle ne peut pas y aller, en vrai. Elle est épuisée, ne serait-ce qu'organiser un voyage, c'est hors de sa portée. Elle ne va pas y arriver, elle n'a aussi pas des ressources financières pour le faire à ce moment-là. Donc, le rêve vient compenser son quotidien en lui donnant en rêve ce dont elle a profondément besoin, parce que c'est mieux que rien. Et les études ont montré que ce que l'on imagine a le même effet sur le corps humain au niveau
de la sécrétion d'hormones, etc., de la tension et autres, ce que l'on imagine a les mêmes effets sur le corps que ce que l'on vit vraiment. D'ailleurs, si là je vous dis d'imaginer que vous mordez dans un citron, vous allez vous mettre à saliver. Et donc ça montre bien que l'imagination a une puissance d'action énorme sur le corps et sur le bien-être des gens. Donc le rêve aussi, quand il vient compenser et nous donner ce dont on a besoin en rêve, finalement il a une influence bénéfique sur tout notre équilibre, notre organisme, notre psyché, notre corps. Alors là, je voulais juste vous donner à contempler la vue depuis le van, puisque ça fait du bien même si c'est imaginaire. Le rêve a aussi pour fonction de nous motiver. Alors là, la personne, elle travaille à temps partiel et en parallèle, elle se forme. Et c'est une période de grande fatigue. Et au moment de l'endormissement, elle a un flash. Elle voit apparaître une bulle de SMS avec des petits symboles qui l'encouragent à faire du sport. Alors c'est comme si son monde intérieur venait lui dire « Hey, vas-y, tu peux le faire, reprends le sport, ça va te faire du bien ». Alors de fait, les médecins conseillent, quand on a une baisse de tonus généralisée, bon, ils font un bilan, hein, mais après ils conseillent d'augmenter l'activité physique parce que ça va augmenter le tonus général. Sur le moment, on est fatigué après le sport, mais si on en fait souvent, eh bien, de manière générale, on a plus d'énergie. Donc là, le rêve conseille la même chose et finalement, ça a plus d'effet sur la personne parce que c'est un conseil qui vient de l'intérieur. Et donc, elle vit ce rêve comme un encouragement auquel elle va repenser dans les mois qui suivent et donc se remettre progressivement au sport. Ce qui favorise donc un meilleur taux d'énergie. Les rêves sont aussi là pour nous rassurer. Alors là, c'est donc le rêve d'une personne qui, l'avant-veille, a envoyé un dossier d'inscription à une formation et qui ressent de l'appréhension, qui se demande si elle sera à la hauteur de cette formation. Et elle rêve. Je suis au collège Saint-Joseph. C'est ma première rentrée. Je suis stressée, j'ai peur de me perdre dans les couloirs. Puis, je réalise que l'année suivante, ces lieux me paraîtront familiers. Je me sentirai chez moi. Je connaîtrai tous les coins et recoins de cet établissement. Cela me rassure un peu. Patience. Donc là, le rêve fait un parallèle entre l'inscription à cette formation et puis l'entrée en 6e au collège qui peut être un peu effrayante. C'est nouveau, c'est un nouveau cadre, il y a plein de profs, etc. Et eh bien, le rêve rappelle que tout s'est bien passé au collège. Voilà, au bout d'un an, ça y est, on avait pris ses marques, pris ses repères. Et donc, ça va être pareil en fait là, pour cette nouvelle formation. Ça va se passer de la même manière. La personne va prendre ses repères et tout ira bien. Donc là, c'est un rêve de retour dans le passé pour une projection dans le futur assez rassurante et, euh, et apaisante. Les rêves sont aussi là pour nous conseiller. Alors, ils peuvent conseiller dans plein de domaines de la vie différents. On peut poser des questions à ces rêves aussi, ça ce sera l'objet d'une prochaine conférence. Et ils sont de bons conseils, ils nous partagent une sagesse dont on se demande parfois d'où elle vient. Alors là, c'est le rêve d'une personne qui enseigne et c'est bientôt la rentrée de septembre, donc la personne prépare ses cours, réfléchit au programme, etc. Et elle rêve. Cette année, je mettrai 4 documents par chapitre. Voilà, c'est un rêve tout simple, tout court. Il n'y a que la personne se voit affirmant qu'elle ne mettra que 4 documents par chapitre. Alors, auparavant, la personne en mettait beaucoup plus, avec des chapitres énormes et finalement un peu indigestes pour les élèves. Et donc là, elle s'est dit, pourquoi pas? Allez, j'essaye, j'en mets que 4. Effectivement, c'était très profitable parce que les chapitres étaient plus courts, ça permettait d'en faire plus, donc de travailler sur des thématiques plus variées et donc de moins lasser les élèves. Donc un très bon conseil du moi onirique qui était bien avisé. Les rêves, ils permettent aussi d'envisager des possibles, c'est-à-dire qu'ils ouvrent et si tu faisais ça, comment ce serait? Qu'est-ce qui se passerait?
Et puis si on faisait plutôt ça? Voyons, imaginons. Et si on faisait encore cette autre possibilité? Voilà, les rêves sont toujours là pour vous ouvrir des possibles. Et donc on se projette, on imagine, on voit ce que ça donne. Et puis après, ben, vous avez le choix. Est-ce que vous voulez aller dans cette direction ou pas? Alors là, c'est un de mes rêves que je vais vous partager. À l'époque, je travaillais à temps partiel et puis je lançais mon activité d'onirologue à côté. Donc j'étais professeure d'allemand avant, dans mon autre vie. Et j'avais à ce moment-là un gros blocage pour corriger les copies. Donc je croyais avoir trouvé un équilibre en ne travaillant qu'à temps partiel et en étant neurologue à côté, mais bah, je me suis rendu compte que ça ne tiendrait pas sur la durée, que je ne pouvais pas continuer à enseigner l'allemand. Et je rêve. Je suis dans un grand bâtiment. Je fais partie d'une équipe. On organise une simulation comme un immense jeu de rôle. Le jeu de rôle sert à aider les élèves à apprendre l'allemand. C'est pour eux qu'on l'organise. Cela devrait les motiver davantage. Alors là, c'est une situation très proche de mon cadre professionnel finalement. La situation du rêve, elle n'est que très légèrement modifiée. Euh, Ce qui est modifié, c'est que euh, c'est une simulation pour aider les élèves à apprendre l'allemand, un jeu de rôle. Et ça renvoie à comment je vivais mon métier à l'époque. J'avais l'impression de jouer un rôle, de simuler, parce que transmettre l'allemand, ça ne m'intéressait plus du tout. J'avais plus du tout envie de faire ça. Et donc, je feignais un enthousiasme et une motivation que je ne ressentais pas du tout pour l'allemand. Donc, je jouais un rôle en permanence et le décalage entre mes véritables aspirations et centres d'intérêt et puis mon métier était de plus en plus grand. Et donc par ailleurs, bah oui, je fais partie de l'équipe pédagogique. Oui, je suis dans un grand bâtiment qui est soit donc le lycée où j'enseignais, soit l'éducation nationale dans l'ensemble. C'est une grosse bâtisse. Donc c'est la situation, elle est assez reconnaissable. J'apprends donc dans le rêve, suite du rêve, j'apprends que le jeu de rôle va durer 6 mois. Alors c'était un rêve que j'avais reçu au mois de novembre, donc ça menait jusqu'au mois de mai. Bon, au mois de mai, on s'approche de la fin de l'année scolaire. Allez, c'est approximativement la durée de l'année scolaire. Je me demande dans quoi je m'embarque. Cela me semble démesurément long. D'un coup, je me demande si je fais bien d'y participer. J'aimerais bien partir avant que cela ne commence. Quelqu'un me dit de voir ça avec le chef, mais de prendre des témoins, d'y aller avec un collègue. Je cherche donc l'un de mes collègues et je tombe sur un autre collègue qui m'accompagne aussi. Le chef arrive. Je lui explique que j'ai peur de ne pas tenir 6 mois, de craquer au bout de 3. Est-ce que je pourrais partir dans 3 mois si je n'y arrive plus? Il me répond que ça va être compliqué. Est-ce que je peux partir maintenant alors? Il répond de nouveau que ça va être compliqué, je me suis engagée. Alors je dis, avec toute la force de résolution dont je suis capable, je pars maintenant. Je pars quand même. Personne ne peut m'empêcher de partir. Le chef hausse les épaules et s'en va. J'espère qu'il ne va pas me faire poursuivre. Je vais dans les vestiaires, je prends mes affaires dans mon casier, je chante pour me donner du courage, je me prépare à sortir, le soleil doré de l'aurore brille à travers la porte entr'ouverte. Alors c'est un rêve qui m'a profondément marquée et au réveil je me suis dit « Ah là, je crois que j'ai vraiment envie de partir, il est temps que je parte ». Et l'un des hasards, si l'on peut dire, de l'existence ou des synchronicités, de ces coïncidences significatives, c'est que j'ai ouvert dans ma boîte mail un mail d'un syndicat qui était intitulé Partir ou rester. Et je clique dessus et là j'apprends qu'il existe la rupture conventionnelle dans l'éducation nationale et que le syndicat nous propose d'accompagner les personnes qui voudraient faire une demande de rupture conventionnelle. Alors le rêve me disait, ne va pas voir le chef seul, vas-y accompagner. Donc j'ai fait appel à ce syndicat pour m'accompagner la personne du syndicat est vraiment venue avec moi lors de l'entretien de rupture conventionnelle avec le chef des ressources humaines. Donc finalement j'ai suivi les conseils de ce rêve et si j'avais pas eu la puce, enfin si le rêve ne m'avait pas mis la puce à l'oreille, j'aurais peut-être pas ouvert ce mail partir ou rester et j'aurais pas su qu'il existait la rupture conventionnelle dans l'enseignement.
C'est pour montrer comment les rêves peuvent nous signifier que voilà, peut-être c'est le moment de changer quelque chose, c'est le moment d'entreprendre quelque chose de nouveau et nous ouvrir une possibilité à laquelle on n'avait pas du tout pensé. Les rêves sont là aussi pour faire des bilans. Alors là, c'est toujours un de mes rêves. J'étais en train de préparer mon dossier de demande de rupture conventionnelle et la veille, eh bien, j'avais envoyé au syndicat pour qu'il me fasse un retour, mon budget prévisionnel et puis la présentation rédigée de mon projet avec étude de marché. Donc j'avais envoyé donc un tableau Excel pour le budget puis un fichier Word et j'avais trouvé tout ça assez difficile à faire parce que j'avais pas de formation commerciale à la base. Et je rêve. Sandra n'a pas assez d'argent pour acheter des feuilles de papier pour les contrôles. Je me démène pour lui trouver des feuilles. Finalement, une collègue me donne pour elle quelques copies doubles petits carreaux et quelques copies doubles grands carreaux. Sandra va pouvoir faire les contrôles et rendre ses copies. Alors Sandra, c'est une élève, et là, elle ne pouvait pas rendre ses copies. Et puis pour finir, on trouve pour elle les moyens de rendre sa copie. Alors le fait qu'elle n'ait pas assez d'argent, c'est qu'elle n'a pas les ressources nécessaires, elle n'a pas les moyens. Et effectivement, moi j'avais du mal à rendre ma copie de budget prévisionnel et ma copie de présentation de mon projet avec étude de marché parce que je n'avais pas les moyens, je n'avais pas la formation nécessaire pour formation comptable ou formation commerciale, voilà, pour réaliser ça facilement. J'avais très peu de ressources dans ce domaine-là. Mais je me suis démenée, je me suis renseignée, etc. Et donc finalement, j'ai pu rendre mes deux copies. Et alors, j'étais époustouflée par le niveau de détail du rêve parce qu'il était question de copies petits carreaux. Et qu'est-ce qu'on fait sur ce genre de copies? On fait des mathématiques, de la géométrie, des sciences. C'est le versant scientifique mathématique. Et qu'est-ce qu'on fait sur les copies grands carreaux? Eh bien, on fait les rédactions, tout ce qui va être rédigé, donc là où on écrit un texte finalement. Et effectivement, dans les documents que j'ai envoyés, il y avait le fichier Excel, donc le tableau Excel, c'est le côté mathématique, et puis il y avait le projet rédigé sur un fichier Word. Donc le rêve faisait vraiment un bilan de la situation et me disait en quelque sorte, bravo, tu avais peu de moyens à la base, mais tu t'es démené et tu as quand même trouvé comment faire pour pouvoir rendre ces documents. Alors le rêve nous permet aussi de nous entraîner. Là, c'est le rêve d'une personne qui prépare un entretien d'embauche et elle répète sa présentation tous les jours. Et en fait, 2 fois dans la même nuit, elle répète sa présentation pour l'entretien d'embauche, encore une fois. Donc ça montre que le rêve est là aussi pour favoriser les apprentissages, que ce soit les apprentissages de gestes, on peut se voir répétant un geste en rêve, ou bien les apprentissages voilà, plus théoriques. On répète en rêve et ça nous entraîne, ça a un effet, c'est bénéfique pour l'apprentissage. Les rêves permettent aussi de créer, d'être inspirés, ils sont une source d'inspiration. Alors il y a plein d'exemples là-dessus, il y a même des livres entiers qui parlent de l'inspiration que les artistes trouvent dans leurs rêves. Et j'ai choisi ici de l'illustrer par Paul McCartney, qui donc a écrit la chanson Yesterday. Et on trouve donc dans sa biographie, on lui attribue ses propos. Je me suis réveillée avec un joli air dans la tête. Je me suis dit, c'est génial, je me demande ce que c'est. Il y avait un piano droit à côté de moi, à droite du lit vers la fenêtre. Je me suis levée, me suis assis au piano et j'ai trouvé les accords. J'aimais énormément la mélodie, mais comme je l'avais rêvée, je n'arrivais pas à croire que je l'avais écrite. Alors c'est très drôle parce que tout le monde attribue l'air de Yesterday à Paul McCartney, sauf lui-même finalement. Lui-même se dit, cet air m'a été donné. Est-ce que j'en suis vraiment l'auteur ou pas? Cet air finalement est venu à lui en rêve et lui, il en a été le scribe quelque part. Donc, il a peut-être arrangé, etc. Mais l'inspiration, elle est venue dans un rêve. Elle est venue la nuit. Donc je trouvais que c'était un très joli exemple. Les rêves sont aussi là pour nous protéger. Alors vous pouvez aussi voir la vidéo Mes rêves et ma santé.
puisque là, je parle de la manière dont il protège notre santé. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en question dans la description, ou bien je vais essayer de le mettre en lien ici sur la vidéo. Alors là, le rêve dont il s'agit, il est tiré du livre de Christiane Riedel, qui a été ma formatrice en interprétation des rêves. Donc son livre s'intitule Ces rêves qui vous protègent et vous guérissent. Et il s'agit du rêve d'une Polonaise mariée à un Français, rêve qu'elle a eu dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1939, alors qu'elle passait des vacances dans sa famille en Pologne. Elle voit devant elle sa mère, qui est morte depuis plusieurs années. Et sa mère lui ordonne d'un ton impératif, qui ne supporte aucune réplique: Pars tout de suite, prends les enfants et rentre immédiatement à Paris par le premier train. Elle se réveille bouleversée, affolée, et l'émotion est si puissante qu'elle court à la gare avec ses enfants, prend le premier train qui part et rentre à Paris. Et à la fin de la nuit, à 4h45, les troupes allemandes envahissent la Pologne sans déclaration de guerre. Donc il s'avère que la rêveuse a pris le dernier train pour la France, grâce à ce rêve, qui est venu la protéger pour qu'elle puisse rentrer à Paris. Alors dernier point, les rêves ont aussi pour fonction de nous relier au sacré. Alors là, j'aimerais donner un rêve qui est tiré de la Bible, de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 13 à 15. Pour resituer un peu le contexte, Jésus vient de naître à Bethléem et les mages d'Orient viennent pour l'adorer. Et en chemin, ils demandent partout: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors, le roi des Juifs, c'est une expression qui ne plaît pas beaucoup au roi Hérode, justement, qui se considère, lui, comme le roi des Juifs. Donc, il est assez troublé d'entendre qu'un autre roi des Juifs est né quelque part. Vous pouvez imaginer. Alors, le récit nous dit: Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire disparaître. Joseph se leva, prit de nuit l'enfant et sa mère, se retira en Égypte et y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Donc il a sauvé Jésus puisque, bien malheureusement, Hérode a fait tuer les petits-enfants de la région. C'est ce qu'on appelle aussi le massacre des innocents. Alors j'aimerais donc, pour illustrer ce fait que les rêves nous relient au sacré, euh, j'aimerais vous lire une citation de Carl Gustav Jung, qui est donc un psychiatre suisse de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui a été un disciple de Freud avant qu'il ne prenne ses distances avec celui-ci. Et donc il écrit dans son livre L'homme et ses symboles: Nous avons oublié ce fait de notoriété millénaire que Dieu parle surtout dans les rêves et les visions. Donc ça correspond à l'exemple qu'on a vu du rêve de Joseph. C'est relaté à plusieurs endroits dans la Bible. C'est relaté dans plusieurs traditions culturelles, pas seulement la tradition chrétienne. Et c'est un fait que Carl Gustav Jung, qui a étudié énormément de rêves au cours de sa carrière de psychiatre, a pu constater encore et encore dans ses propres rêves et dans les rêves de ses patients et de ses patientes. Dieu parle surtout dans les rêves et les visions. Alors c'est un constat que fait aussi ma formatrice en interprétation, Christiane Riedel, et qui écrit dans son livre Rêves à vivre: Le rêve est la voix de Dieu. Et puis c'est une chose qu'on retrouve aussi chez une interprète de rêve canadienne actuellement, qui s'appelle Tokopa. Et elle définit le travail avec les rêves comme la pratique de la réciprocité entre le visible et l'invisible. En d'autres termes, faciliter une conversation entre le profane et le sacré. Alors j'ai choisi cette image-là parce que je la trouve très mignonne. Vous avez donc ce chaton d'un côté de la vitre et qui entre en contact à travers la vitre qui est en verre, qui est en rêve si on inverse, avec
eh bien, une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste, beaucoup plus puissante, qui se trouve voilà, reliée par le biais de cette vitre. Donc c'est un peu ce qui se passe avec les rêves. Par les rêves, on a l'impression de toucher du doigt une autre dimension, beaucoup plus sage, beaucoup plus grande, beaucoup plus infinie, euh, qui est nous et qui n'est pas nous à la fois, parce qu'elle nous dépasse de beaucoup. Et c'est une chose, disons que je vous la partage, mais surtout, je vous invite à en faire l'expérience, à ne pas me croire sur parole, ce ne sont que des mots finalement, mais à vous-même vous pencher sur vos rêves pour voir si vous aussi, vous avez accès à cette autre dimension à travers les rêves. Voilà, donc d'après mon expérience d'onirologue et tous les rêves que j'ai déjà eu l'occasion d'interpréter, les rêves, à quoi servent-ils? Eh bien, ils contribuent à notre équilibre physique et psychique. Ils nous aident à y voir plus clair en nous-mêmes, donc à voir nos souhaits, nos aspirations, euh, nos craintes aussi. Ils nous soutiennent, ils nous encouragent, ils nous motivent, ils viennent nous aider à déployer tout notre potentiel. Et puis, ils nous relient à plus vaste que nous. Alors maintenant, quelques conseils pratiques si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, si vous avez envie de noter vos rêves dans le but de les interpréter, de mieux les comprendre ou juste de vous familiariser avec eux, eh bien, comment faire? Déjà, on peut se dire, quels rêves est-ce que je note? Est-ce que je les note tous ou pas? Alors là, ça dépend de si vous vous rappelez de beaucoup de rêves ou pas. Si vous vous souvenez de très peu de rêves, eh bien à ce moment-là, vous notez le premier rêve venu dont vous vous souvenez. Même si ce n'est qu'une image ou un petit fragment, eh bien ne négligez pas cette image ou ce fragment. On a eu des exemples de rêves là qui n'étaient que des flashs et qui pourtant avaient un effet puissant sur le rêveur ou la rêveuse. Donc, notez. Et par contre, si vous avez beaucoup de rêves, que vous vous en rappelez beaucoup, à ce moment-là, il va falloir opérer un tri et je vous conseille de noter seulement ceux qui ont des émotions fortes, qu'elles soient positives ou négatives, donc soit des cauchemars, soit des rêves très positifs, ou alors de noter uniquement les rêves qui vous intriguent profondément. Parfois, on se réveille avec un rêve, on se dit «Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça?» Eh bien, si vous avez cette réaction-là, ça veut dire que c'est un rêve important à noter. Alors attention, moi je déconseille de noter plus d'un rêve par semaine. Pourquoi? Parce que l'inconscient, il est infini, immense. Vous pouvez imaginer que c'est un océan. Et vous, votre conscient, c'est une petite barque qui flotte à la surface de l'inconscient. Et à chaque fois que vous notez un rêve, c'est comme si vous pêchiez un poisson. Vous assimilez un contenu qui auparavant était dans l'inconscient, vous le posez sur votre conscience. Or, si vous pêchez trop d'un coup, en fait, votre barque, elle va couler sous le poids. Donc, rappelez-vous toujours qu'il faut faire preuve de mesure, même dans l'étude des rêves. Et voilà, il faut respecter un rythme. On ne peut pas assimiler trop de contenu inconscient d'un coup, sinon on est complètement submergé. Ça peut mettre en péril la santé mentale, et donc c'est pour ça que c'est un avertissement important. C'est une mise en garde. Vraiment, restez modéré. Alors, comment faire maintenant? Mettons que vous vous souveniez d'un rêve, ou comment faire pour mieux vous souvenir de vos rêves? Comment ça se passe au réveil? C'est l'étape clé. Au réveil, surtout, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas la tête en particulier, et vous gardez les yeux fermés. Et dans cette position, vous essayez de vous souvenir de ce que vous aviez à l'esprit juste avant le réveil. Qu'est-ce que j'avais à l'esprit à l'instant? Et là, peut-être que vous aurez une image, ou un son, une impression, une émotion, une couleur, une phrase, un mot. Voilà. Peu importe la dernière impression que vous a laissé le rêve, vous essayez de l'attraper. Et à partir de ça, eh bien, vous allez voir que peut-être il va vous être possible de rembobiner le rêve. Donc, vous repassez le film du rêve dans votre, donc derrière vos yeux clos, dans votre tête. Vous revisualisez tout le rêve, mais finalement en sens inverse, en le rembobinant. Et quand vous êtes arrivé au bout,
que plus rien ne vient, que vous avez l'impression que vous êtes parvenu au début du rêve, et bien là, vous pouvez ouvrir les yeux. Et moi, ce que je fais, c'est que j'attrape mon portable et j'enregistre un audio. Je raconte mon rêve à mon portable, comme si c'était ma meilleure amie, et j'enregistre. Et alors, il y a des personnes qui n'aiment pas enregistrer, qui préfèrent écrire. Donc, dans ce cas-là, vous écrivez tout de suite. Mais l'avantage d'enregistrer, c'est qu'on peut l'écrire un peu plus tard dans la journée. Vous avez le temps de boire votre café ou votre thé, et puis vous pouvez l'écrire après. Donc, vous racontez vraiment avec tous les détails dont vous vous rappelez. Ensuite, eh bien, comment écrire son rêve? Vous commencez par noter la date du rêve. Vous écrivez le rêve au présent, si possible. Donc, vous écrivez sous la dictée de l'enregistrement avec tous les détails dont vous vous rappelez. Vous faites un paragraphe par partie. Des fois, à chaque fois qu'il y a les mots soudain ou tout à coup ou ensuite, là, vous pouvez sauter un peu d'espace pour aérer. Je conseille de toujours relire le rêve une fois quand on l'a écrit. Peut-être qu'on a encore des choses à rajouter. Tiens, oui, on se rappelle des émotions qu'on a ressenties à chaque étape, ou bien on a encore un élément du décor qui nous revient, ou une remarque qu'on a oublié de noter. Donc vous complétez un peu. Et puis, vous allez donner un titre au rêve, comment vous avez envie d'appeler ce rêve. Et si jamais vous voulez préciser des choses avec des éléments visuels, ben libre à vous, vous pouvez faire un petit dessin, un croquis, chercher une photo qui correspond à ce que vous avez vu en rêve, ou bien dessiner un plan, s'il y avait un plan de table, ou s'il y avait un logement, un bâtiment, vous voulez dessiner le plan. Voilà, donc, tout ce qui peut aider à mieux vous rappeler du rêve, vous pouvez aussi l'ajouter, le dessiner. Là, vous avez un rêve qui est complet, le plus complet possible, disons. Mais le problème, c'est que si vous ne notez pas le contexte, on ne va pas pouvoir l'interpréter. Parce que très souvent, un rêve, il vient réagir à votre contexte de vie au moment du rêve. Donc ça, c'est l'autre étape, c'est de préciser aussi le contexte du rêve. Sinon, on a un rêve qu'on ne pourra pas exploiter. Alors, le contexte, c'est à la fois le contexte de la veille, et ça, on va le noter en détail. Donc, vous notez vos activités, les personnes que vous avez rencontrées, votre état, mais aussi vos pensées, vos émotions, vos préoccupations, donc toute votre vie intérieure la veille, les choses que vous avez vues, lues, entendues, etc. Alors, si jamais il y a un élément du rêve qui est tiré de la journée de la veille, vous pouvez l'expliquer plus en détail, sinon vous allez oublier à quoi ça faisait référence. Et puis, vous précisez aussi un peu plus largement le contexte de la période en cours. Donc, votre état général, vos défis, vos soucis, vos joies, vos projets, etc. Alors, comment on prépare l'interprétation? Si vous voulez commencer à, à vous pencher sur ce rêve, à vous familiariser avec, à commencer à voir des choses qui sont mises en évidence, eh bien là, je vais vous livrer les étapes préparatoires à l'interprétation. Alors, quand j'ai à préparer un rêve pour une séance de déchiffrage d'un rêve, eh bien, je mets en évidence les symboles. Donc, j'ai 3 couleurs différentes. J'ai une couleur pour les êtres animés, pour les personnes et les animaux. Donc, je vais souligner dans le texte du rêve, eh bien, toutes les personnes et tous les animaux qui apparaissent. Je vais aussi prendre une deuxième couleur pour le cadre, donc pour les différents lieux, pour les moments. Et là, pareil, je souligne, tiens, c'est la nuit, tiens, c'est dehors, tiens, c'est dans telle maison, etc. Et puis, le dernier type de symbole que je vais mettre en évidence avec une couleur, ce sont les objets. Donc, je souligne tous les objets qui apparaissent d'une autre couleur. On a aussi des symboles qui sont les actions. Donc là, je mets des flèches sous les verbes d'action. Et puis, les émotions, elles viennent colorer le rêve, donc c'est important de les repérer. Donc à chaque fois que je distingue une trace d'émotion du type j'ai peur, je crains que, ou alors je suis contente que, etc. Du coup, je mets des vaguelettes, c'est mon code à moi, vous faites comme vous voulez, pour montrer qu'il y a des émotions. Vous pouvez aussi encadrer les phrases marquantes. Parfois, il y a des phrases, paf, elles vous interpellent. Donc celles-là, vous les surlignez ou vous les encadrez, vous les mettez en évidence, elles sont importantes. Il y a une technique aussi qui permet parfois même de comprendre le rêve très rapidement, c'est le fait de résumer le rêve en une ou deux phrases. Et parfois, rien que ça suffit à comprendre le rêve. Ou alors si le rêve est très long, vous mettez un titre par partie. Ça permet aussi d'y voir plus clair, de dégager la structure et parfois de le comprendre aussi comme ça. Et puis on peut aussi s'amuser à chercher les répétitions. Et là, ça montrera que le rêve insiste sur un point. Ou bien les oppositions.
ça peut permettre de mettre à jour des tensions, des conflits, voilà. Donc dehors, dedans, la peur, la confiance, le jour, la nuit, le noir, le blanc, etc. Vous voyez s'il y a des oppositions, le chaud, le froid, dans votre rêve. Et voilà. Et alors la prochaine étape, eh bien, c'est l'interprétation. Et je vais publier donc dans pas longtemps une vidéo qui s'appellera Déchiffrer mes rêves. Et donc je vous invite à vous abonner pour ne pas la rater. Et puis si cette vidéo vous a plu, eh bien vous pouvez me laisser un j'aime ou un commentaire. Et je vous remercie pour votre attention. Et donc je vais mettre le lien vers mon site en description. Vous avez aussi un e-book sur mon site internet qui vous apprend à déchiffrer vos rêves. Donc n'hésitez pas à aller le consulter, ainsi que de nombreuses ressources autour des rêves. Je vais vous montrer les sources que j'ai utilisées donc pour préparer cette conférence. Peut-être que ça vous donnera des pistes de lecture si vous voulez compléter ce thème. Et puis je vous souhaite de très beaux rêves et une belle aventure à leur côté.